Chers amis internautes, nous voulons commencer notre émission RDC État des lieux. Bienvenue de nous recevoir chez vous. Nous allons aborder les sujets brillants de l'heure. Aujourd'hui, c'est le 30 juin 2017. Ça fait 57 ans depuis que le Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale. 57 ans où notre pays a traversé des périodes. Et aujourd'hui, messieurs, nous avons comme invité M. Christophe Massamba. M. Christophe Massamba, c'est un monsieur qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus. C'est un homme politique de notre pays. Ça fait 30 ans qu'il évolue dans l'espace politique. Il est président du PCPI, Parti Congolais de Progrès Intégral, parti fondé en 2011. C'est un candidat aux législatives de 2011. Le PCPI est un parti d'opposition en RDC qui évolue dans la plateforme Sauvons la RDC et qui a des partenaires politiques comme l'IDPS Kibasa. Avec M. Christophe Massamba, nous allons aborder les sujets, nous allons faire un aperçu de tout ce qui concerne l'actualité en RD Congo. Donc nous commençons avec M. Christophe Massamba. Bonjour. Bonjour. Monsieur Christophe Massamba, aujourd'hui on est le 30 juin 2017. Ça fait 57 ans jour pour jour que le Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Quel bilan politique faites-vous de ces 57 ans d'indépendance? Parler de bilan est la chose la plus dure pour un Congolais aujourd'hui. Surtout qu'on a passé 2016 qui était une année où on devait avoir l'alternance qu'on n'a pas eue. Les immeubles ne font pas le développement d'un pays. Sur le plan de l'enseignement, tout a tellement régressé. Il y a un taux d'analphabétisme qui est en augmentation. Sur le plan de l'emploi, il n'y a plus d'usines en RDC. Les produits agricoles ont du mal à atteindre les lieux de consommation. Sur le plan politique lui-même, nous avons des difficultés. Il y a une dictature qui s'est installée. Je veux dire, la RDC est en total échec actuellement. C'est ce que je peux déplorer. Pour des années d'indépendance, toutes les années passées auraient dû nous servir pour aujourd'hui être au premier plan en Afrique, mais on se retrouve quelque part, peut-être le dernier ou si pas l'avant-dernier pays. Voilà. En 57 ans d'indépendance, la RDC a connu 4 présidents. Le président Joseph Kasavu, le président Joseph Kabila. Quand vous parlez de dictature, vous parlez de quelle époque? L'époque Mobutu était déjà une dictature. C'était une dictature, mais particulièrement on peut dire que le système de la guerre froide avait généré des dictatures, non pas seulement en RDC, mais tous les pays africains, même au-delà même de l'Afrique, en Asie comme en Amérique du Sud. On a vu les dictatures faire le temps, donc exister et avoir des appuis soit en Occident ou à l'Est. Mais à partir de la fin de la guerre froide, les choses ont évolué d'une certaine manière. Il y a eu des ouvertures, on peut parler des conférences nationales qui se sont déroulées en Afrique, et on peut parler aussi des guerres qui faisaient des transitions où on ne savait pas ce que c'était exactement, mais qui devaient au fait nous amener à construire une société nouvelle qu'on n'a pas réussi. Et avec les guerres d'agression, les rébellions fomentées par les pays voisins et même les multinationales et même les pays occidentaux, ont transformé les chefs de guerre en personnalités politiques, qui fait que on se retrouve dans un système, en passant par les élections, il y a eu un semblant d'installation de la démocratie, ce qui s'est avéré tout à fait faux à partir du moment où Joseph Kabila s'est bien installé au pouvoir. On a vu à ce moment-là la volonté de conduire l'action publique, non plus seulement avec l'appui des gouvernements occidentaux, mais des multinationales et des pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda, reconnus
comme des pays qui soutiennent la dictature en RDC, qui sont eux-mêmes aussi des dictatures. Oui, mais Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001, donc ça fait 16 ans. Et il dit même que le Congo se porte mieux qu'il y a 15 ans. Êtes-vous de cet avis? Il y a les années là, les années Mobutu, a-t-il vécu lui en RDC pour avoir les vrais jugements? Moi je sais que vers la fin des années Mobutu, c'est vrai que Mobutu détruisait peu à peu la RDC, mais cette destruction n'était pas très visible à partir du moment où les gens mangeaient, les transports en commun existaient, l'enseignement, il y avait un semblant de fonctionnement, tout allait plus ou moins, les gens arrivaient à s'en sortir, même si c'était un peu difficile, de plus en plus difficile. Mais c'est vrai que la fin de la guerre froide a fait montrer, avec la volonté de vouloir à tout prix rester au pouvoir, a fait descendre le Congo vraiment au plus bas. Au plus bas, les gens ont eu à beaucoup souffrir. Malgré cela, je pense que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a avancé. Il y a eu des moments effectivement où il y a eu de l'espoir. Je me rappelle la période de 1+4. C'est une période où les Congolais ont vécu la guerre à l'Est. Il y a eu la création de la MONUC, la mission de la MONUC. Il y a eu ces semblants de stabilisation. Et puis les dialogues, Sun City, où les gens se sont retrouvés. Et puis faire semblant de s'entendre. Et puis par la suite créer un gouvernement avec 4 vice-présidents et un président. Mais on a laissé. On a dit, si c'est ça le prix à payer pour avoir la paix et pour avoir dans le futur une démocratie, on y va. Les gens se sont démenés. Moi, je vois ceux qui sont à l'extérieur venir investir en RDC, ceux qui sont à l'intérieur de sortir leur grande capacité pour réaliser des choses. C'est entre les années 2005, 2006, 2007, je veux dire plutôt 2006 jusqu'en 2008. Mais à partir du moment où Joseph Kabila a été confirmé le seul maître à bord comme président de la République, c'est là où les choses ont commencé à se dégrader petit à petit. C'est vrai que l'œil non averti ne pouvait pas voir tout ça. Mais nous, en personne très avertie, nous avons vu exactement là où s'est dirigé le pays. On a vu sur le plan économique les réalisations des Congolais se dégrader. La situation, même si on rentrait dans plus un cadre international dans la gestion des affaires économiques, on a vu comment le pouvoir lui-même a tout fait pour empêcher les Congolais d'avoir ce qu'il faut pour mieux vivre. C'est-à-dire la créativité congolaise a été anéantie. On peut dire que s'il y a eu une certaine créativité, c'est dans la médiocrité où on a vu les musiciens chanter, danser et puis faire boire la population beaucoup de boissons. Mais on peut dire que oui, nous sommes vraiment rentrés dans la régression. Le malheur, pour répondre à la question qui m'est posée tout à l'heure, c'est vrai que la misère aujourd'hui est le plus noire que même la fin du régime Mobutu. Kabila, on le sait, il a fait un mandat depuis 19 décembre 2016. En 57 ans d'indépendance, c'est la première fois, le premier 30 juin, où le chef de l'État ne s'adresse pas à la nation pour raison de santé. Est-ce un signe des temps? Bon, je dirais qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Face à la tempête de l'histoire, un fruit mûr ou pas mûr finit par tomber. Et surtout quand le fruit est mûr et qu'il est pourri, il tombe encore plus rapidement. Ce que nous sommes en train de voir, Kabila a à son actif
la désorganisation complète du Congo, la promotion d'une colonisation rwando-ougandaise de notre pays, et aussi les massacres. Les massacres, je crois qu'on a dénombré dans les Kasaï 45 ou 10 fosses communes. Donc plus les 40 et quelques, ça fait 50 et quelques. Bon, il faut se souvenir que dans l'Équateur, avec les Ignélé, il y a eu des fosses communes aussi. Dans le Bas-Congo, avec l'histoire des Bourdia Congo, l'époque où sévissait général Raus avec John Numbi, je vois à son actif beaucoup de fosses communes. Beaucoup de fosses communes. Et tout récemment, avec les manifestations de Kinshasa, la réaction du pouvoir, c'est aussi les fosses communes. Ce qui me fait dire que tout ça lui traîne dans la conscience. Le mec, le fameux président, il ne peut pas être tranquille. Donc c'est ça qui est en train de mijoter dans sa tête. Il est effectivement en très grande difficulté. Mais c'est aussi une avancée. On connaît quand même les dossiers médicaux des chefs de l'État en fonction. Au Congo, on ne dit pas le fait qu'ils sont malades pour nous montrer que c'est un homme comme nous autres. A-t-il été traumatisé par ce fameux attaque de la population à Lubumbashi? Je n'en sais rien. Mais est-il qu'un événement comme l'indépendance nationale n'est pas être célébré? C'est quand même gravissime. Il n'y a pas de défilé, c'est aussi une première fois. Il n'y a pas de défilé. Effectivement, c'est un peu comme si en France, la date du 14 juillet, il n'y a pas de... Et il n'y a aucune manifestation. C'est comme aussi aux États-Unis, les jours de l'indépendance ne comptent pas. C'est comme aussi en Russie. C'est comme si la fête nationale en Chine, ou même, parlons même du Rwanda. Mais il y a aussi une explication. Les pays sous occupation, nous sommes en deuil. On ne les fête pas, non? Bon, étant en deuil seulement en 2017, n'étions-nous déjà pas en deuil en 2016? Et c'est une bonne chose s'il a compris que les pays sous occupation et qu'il ne faut pas fêter. C'est une victoire pour vous les combattants ou les opposants. Je crois que c'est tout le monde, tout Congolais qui devait être résistant. Ce n'est pas un qualificatif qu'on peut coller à une certaine catégorie de Congolais. C'est tous les Congolais aujourd'hui ou demain qui doivent être dans la résistance jusqu'à ce que nous allons gagner. Mais je sais que quand ils sont malades, ils sont réellement malades, ils se déplacent à l'étranger pour aller se faire soigner. Généralement, c'est en Inde, pour ne pas venir en Suisse parce que c'est les gens de la Deuxième République ou bien des périodes passées qui venaient souvent se faire soigner en Europe. S'il est réellement malade, il devait se retrouver à l'hôpital. S'il n'est pas à l'hôpital, c'est qu'il pouvait tenir quand même le temps d'un, comment on appelle ça, d'un défilé, bien habillé et puis bien protégé, avec un cachet pris le matin, et midi et même le soir. Je crois que ça tiendrait. Avoir la conscience, sur sa conscience, des milliers de morts comme ça, ça ne doit pas être facile. Hein. Je ne sais pas comment bon, je sais que les dictateurs ont la peau dure, franchement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas un faux malade. Je dis que j'en sais rien. Je ne peux pas dire s'il est réellement malade, s'il fait semblant d'être malade. Je ne peux pas l'affirmer en tout cas. Alors quittons le 30 juin pour parler d'autres sujets. Depuis, je crois, 3 mois, il y a un nom qui défait la chronique. C'est Zakari Badengui, alias Onimona-Tsemi. Au mois de mars, sa résidence a été assiégée. Après 3 semaines de siège, il a été arrêté, transféré en prison centrale de Makala. Il s'est évadé et maintenant il est en train de communiquer par vidéo. Et la dernière vidéo, c'était le 25 juin. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on entend de lui? Il dénie au président Kabila la nationalité congolaise. Il les qualifie de Rwandais. Il les traite même d'Hippolyte Kanambe. Il lui promet aussi la justice divine à lui et à tous ses collaborateurs. Ils sont au moins 33 000 qu'il qualifie de Rwandais. Et aussi, il invite Sindika Dokolo à les rejoindre pour combattre la dictature. Comment jugez-vous ces messages? Moi, Nansemi,
qui, il y a quelque temps de cela, on va dire, tenait des entretiens avec ses adeptes, dans lesquels on trouvait beaucoup de messages de séparatisme. Alors pour nous, il jouait le jeu de la balkanisation. Parce que les Rwandais, justement, dans tout ce qu'on a accompli, les Rwandais, les multinationales, même l'Ouganda, font partie de ceux-là qui veulent que le Congo soit séparé en petites provinces pour que à l'est là-bas, ils puissent eux récupérer les parties où il y a, les richesses se sont avérées être immenses. Le fait que moi, Nansemi, dans ses discours, pendant cette période où nous l'avons combattu, affirmait haut et fort la supériorité du peuple Mukongo sur les autres, et puis la mission du peuple Mukongo sur les autres, la renaissance du royaume Congo, ça voulait bien dire que vouloir la séparation du Congo-Brazzaville, du Gabon et de l'Angola, et évidemment du Congo-Kinshasa, qui était d'ailleurs dans la situation de proche de la balkanisation. Nous disions que ce Mwanantsemi n'avait rien à faire dans l'espace politique congolais. Mais bon, le Congo c'est un mystère. Je l'ai toujours dit, le Congo ne sera pas balkanisé, parce que le Congo a un cœur. Nous avons un élément commun que les gens, peut-être dans notre subconscient, nous l'avons, mais nous n'osons pas l'affirmer. Nous avons Simon Kimbangu. Simon Kimbangu qui, malgré lui, est devenu le symbole de l'unité de notre pays. C'est fort avoir l'unité d'un pays sur le plan spirituel. Nous avons une langue commune. Nous avons des langues communes, c'est vrai, mais nous avons une langue qui nous lie en tout cas. Quand on écoute la musique congolaise, on entend parler, on entend le lingala, bien que les autres langues soient plus importantes aussi, mais le lingala est la langue qui a fait vraiment que le Congo soit uni linguistiquement. Nous avons beaucoup d'éléments qui font, d'ailleurs, les gens de la Deuxième République s'en revendiquent. Ils disent que la Deuxième République a porté les fondements de ce qui est l'unité du pays aujourd'hui. Tout ça est discutable, c'est vrai, mais on doit dire que le message de Né Mwanantsemi ne pouvait pas passer chez nous, au PCPI, comme je le reconnais chez beaucoup de Congolais. Mais voilà, tout dernièrement, tout récemment, on a vu un Mwanantsemi qui s'était engagé dans des arrangements, comme l'avait fait l'UDPS, des arrangements souterrains avec les dictateurs Kabila. On a vu l'UDPS le faire, et on a vu Mwanantsemi le revendiquer, lui, ouvertement. Mais ce Mwanantsemi, n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait, a tourné sa veste. Il a dit qu'il n'est plus indépendantiste. Il a dit qu'il est unitariste. Et dans mes interrogations, les réponses que j'ai reçues, Mwanantsemi aujourd'hui est unitariste, c'est vrai, mais dans la gestion fédérale du pays, comme l'Allemagne, d'ailleurs comme les revendiqués, les anciens comme les Tchombe et les Kassavubu, et beaucoup d'autres aussi, dans la période des indépendances. Ce qui dit que le séparatisme n'est pas le fédéralisme. Ce sont deux choses différentes. Alors, quand j'ai appris tout ça, et que j'ai entendu par moi-même cette revendication que Kabila devait quitter le pouvoir, et pour ce qui est pour l'affaire du Rwandais, Kabila, Mwanantsemi qualifie, reconnaît que pour lui Kabila est un Rwandais, je veux vous dire qu'il y a un député qui vient de faire la même déclaration dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a un député européen qui a exactement travaillé avec Zaïd Ngoma, qui était vice-président en RDC, qui a parlé
de comment il a, lui, compris l'histoire de la RDC et revendiqué que Kabila a été choisi et qu'il était rwandais. Donc, moi je pense que l'histoire de Kabila rwandais, ça parle un peu, c'est un peu partout, dans beaucoup d'émissions. Moi, Nansemi qui dit que Kabila est rwandais, il faut qu'il rentre et que les Rwandais, nous ne pouvons pas accepter qu'après 1960, ce soit les Rwandais qui nous recolonisent, ou même les Ougandais. Je vois qu'il a rejoint à ce moment-là le combat des Congolais pour la libération. Mais vous n'estimez pas quand on parle, c'est une frustration, puisqu'il sait que Kabila il est rwandais, mais il a mangé avec lui, il est parti se compromettre. Mais c'est quand Kabila n'a pas respecté les clauses qu'il a maintenant changé Kazakh. Bon, je crois que quand nous sommes dans un combat, nous ne pouvons pas rejeter quelqu'un qui nous dit « Moi, maintenant, je suis avec vous. Hier, j'ai mangé avec les autres. Maintenant, je suis avec vous. Je marche avec vous. Et sincèrement, je marche avec vous pour vos revendications. Comptez avec moi aussi. » Nous ne pouvons pas penser que parce que moi, Nansemi a longtemps mangé avec Kabila, qu'il faut aujourd'hui lui fermer la porte. D'ailleurs, je vais vous dire, Lumbala a mangé avec les Rwandais. Tambwe Mwamba a mangé avec les Rwandais. Et il a même, il continue d'ailleurs, je crois. Hein. Il y a Tshisekedi lui-même était parti au Rwanda à une certaine époque. Ils sont là. Tambwe, comment il s'appelle? Lambert Mende, c'est lui qu'on surnomme le perroquet, a beaucoup fait avec les Rwandais et est avec les Rwandais d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Kabila lui-même qui est qualifié de Rwandais. Alors, qui sommes-nous pour dire, bon, les autres qui se retrouvent même dans l'opposition. Alors, on va accepter les autres opposants, ils ont mangé avec les Rwandais, ils sont aussi frustrés, et les moines Nansemi, on ne va pas l'accepter, non. Je crois que là, on fera fausse route. Nous sommes à un moment où nous devons aller tous vers l'objectif que nous visons, qui est le départ de Kabila et le rétablissement de la démocratie comme on l'a voulu au commencement. Et que pensez-vous de l'ultimatum que Mwananzemi lance au gouvernement ou à Kabila qu'avant le 7 août, il faut qu'il rentre au Rwanda, sinon il y aura la justice divine? Bon, justice divine, moi je crois qu'il faut être rationnel. Jusque-là, je n'ai rien vu de divine. J'ai vu que les armes ont parlé, les gens sont entrés en prison, les gens ont libéré des prisons, je crois qu'il y a eu des morts. Donc tout ça, tout cela est passé sur le plan uniquement matériel. Bon, maintenant, quant à la date qui a été avancée par moi, Nansemi, je dirais que je ne suis pas très d'accord avec des annonces comme ça, où on annonce, moi-même je suis pratiquant des arts martiaux, je crois que quand je vais donner un coup à mon adversaire, je fais tout pour que mon adversaire soit le plus surpris possible. La surprise, quand vous faites le judo, moi je pratique le judo, le karaté et puis d'autres choses. Je crois que quand je suis ceinture noire et qu'il y a une autre ceinture noire en face, nous sommes supposés être équivalents. Ce qui fait la différence entre nous, c'est la surprise. Dans un courrier qui date du 20 juin, le procureur général a demandé à Moïse Katumbi, il a retiré à Moïse Katumbi l'autorisation de séjourner à l'étranger pour les soins, et puis il lui a sommé de se présenter devant la justice congolaise. Est-ce un acharnement contre un opposant qui dérange le pouvoir, ou bien c'est un jeu du pouvoir pour que le processus électoral ne puisse pas suivre son cours normal? Mais je ne comprends pas déjà quelqu'un qui est mis en cause, on l'autorise d'aller se faire soigner à l'extérieur, ensuite il va revenir, et ensuite. Il va revenir, vous êtes sûr que s'il est mis en cause, vous le laissez partir, il reviendra. Si on fait la détention préventive, c'est pour que les gens on puisse être sûr qu'ils rendent des comptes. Katumbi est sorti, donc
vous l'avez dit, c'est de la mascarade. C'est de la mascarade. Si sur le plan judiciaire, il y a des choses à lui reprocher, je crois que l'histoire de sa nationalité, double nationalité, pour l'empêcher d'être candidat à une élection quelle qu'elle soit, est une escroquerie. Parce qu'il a déjà exercé comme gouverneur pendant longtemps. Il a même glissé puisqu'il n'y a pas eu élection, mais il a continué. Il a été responsable local du PPRD du côté de Katanga. Et ce qui est en train de se faire au Congo est trop brouillon. Ce n'est pas clair, ce n'est pas logique, ce n'est pas crédible. Vivement que ce pouvoir s'arrête et que d'autres personnes plus compétentes ou même plus volontaires ou même plus congolais, donc plus patriotes, prennent la place et qui puissent mettre en place les vrais outils pour la gestion de notre pays.